Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 7ème épisode de Solo Leveling, sorti samedi dernier. Bon, comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Petit disclaimer, je suis très mauvais pour prononcer les noms coréens, donc si jamais j'écorche des noms, je m'en excuse à l'avance. Après une pause d'une semaine et un recap pas vraiment nécessaire, l'épisode de cette semaine était en fait plutôt calme. Mais je pense que tout le monde s'en doute, c'est le calme avant la tempête. Il y a peu de chances, vraiment très peu de chances que le donjon dans lequel il rentre à la fin soit une promenade de santé. Trop de signes les amis, il y a beaucoup trop de signes. Mais bon, avant d'en arriver là, il y a d'autres choses à voir avant. Comme par exemple la décision de Jinwoo d'accepter la proposition de Jino. L'ordre des événements m'avait un peu perturbé dans l'épisode précédent. Mais au final, j'aime beaucoup la façon dont les choses se sont déroulées dans l'anime. Le fait qu'il prenne cette décision dans le but de devenir plus fort et pouvoir trouver les ingrédients dans la tour sans mourir, me semble plus naturel et logique. Je serais curieux de lire le light novel un jour pour voir les différences entre le bouquin, le manhwa et l'anime. L'épisode délaisse quelque peu notre héros pour se concentrer le temps d'une scène ou deux sur d'autres personnages. On a ainsi des passages inédits, en tout cas des passages qui ne sont pas présents dans le manhwa, et ça, franchement ça fait plaisir. La discussion entre Choi Jong-in et Baek Kyung-ho concernant l'île de Jeju était courte mais intéressante. On avait eu un avant-goût de l'île au début de l'épisode 1, durant lequel on a l'impression qu'ils ont défoncé les monstres de l'île. Sauf qu'on voit ici que c'est l'inverse. Même un rang S comme Baek semble y avoir vécu une expérience traumatisante. Je ne me souvenais pas qu'ils introduisaient l'île aussitôt dans le manhwa, mais en vrai c'est cool. On retrouve aussi Monsieur Song, dont la perte du bras semble impacter son quotidien, en dépit de ce qu'il affirme à son apprenti. Au-delà du plaisir de revoir ce personnage que j'apprécie beaucoup, j'ai toujours trouvé ce passage également intéressant. On apprend qu'il est un maître de Komdo, un dérivé coréen du Kendo, et que son éveil en tant que chasseur lui a conféré une magie de feu. Lui-même se plaint que le destin a fait de lui un mage, alors que ses compétences le désignaient clairement comme un épéiste. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on nous informe que l'éveil et les compétences qu'il procure ne sont pas toujours en raccord avec les chasseurs. Et pourtant, Monsieur Song est loin d'être un manchot, il n'est pas faible, on voit que ses flammes font le taf. Alors imaginez s'il avait reçu des compétences d'épéiste au moins aussi puissantes. Avec ses techniques de Komdo, il aurait pu être monstrueux. Bon, pas au niveau d'un rang S, ni même d'un A, mais quand même. On a également l'occasion de revoir Jui et sa situation ne semble pas s'être arrangée. La conversation téléphonique qu'elle a avec sa mère est plutôt tendue et j'avoue que je suis partagé sur mon ressenti. D'un côté, on a Jui en pleine dépression, persuadée qu'elle est faible et inutile, et sa propre mère lui dit que peureuse comme elle est, même si elle est rang B, elle risque de surtout gêner les autres. Bon, je paraphrase un peu, mais dans les grandes lignes, c'est plutôt ça qu'elle lui dit. Et de l'autre côté, on a une mère qui semble vivre à la campagne, donc loin de sa fille. Fille qu'elle semble penser fragile mentalement, et qui est en pleine dépression à la suite d'un événement traumatisant. Alors je trouve ces mots un peu négatifs, voire même durs. Mais c'est aussi l'inquiétude qui parle, et je peux parfaitement le comprendre. Au final, on dirait plus un manque de communication entre les deux. Mais au moins, cet appel aurait eu pour effet de lui redonner un petit boost de volonté. Vient ensuite le tour de Kim Sang-sik d'avoir son petit moment. Et pour être honnête, peu importe ce que je pense du personnage et de ses actions passées, j'ai vraiment apprécié cette scène avec sa famille. C'était assez touchant de voir sa femme s'inquiéter pour lui, sa fille venir dans ses bras. Ce qui m'avait un peu surpris en lisant le manhwa, c'est qu'il arrive souvent dans ce genre de scène que le mari soit sur la défensive et réponde avec agressivité à sa femme. Ici, j'ai vraiment eu l'agréable surprise de les voir discuter, lui de le voir écouter la demande de sa femme et de lui répondre avec douceur. Et là, avec les voix, avec le doublage, tu sens que c'est une famille heureuse. Et c'est là que je voulais en arriver quand je parlais de signes au début de la vidéo. C'est un moment beau et touchant, mais j'ai rarement vu un signe aussi gros. Entre ça, le fait que tous les survivants du double donjon soient réunis par le destin, et la situation gigalouche des prisonniers qui les accompagnent. On est d'accord pour dire qu'il y a un truc qui pue dans cette histoire. On a même quelqu'un qui semble payer une autre personne pour assassiner on ne sait qui. Et bon, ok, les informations de cette phrase sont limitées, mais bon, je fais ce que je peux. Dans le webtoon, on voit les deux interlocuteurs, et j'avoue que j'apprécie le suspense ajouté ici. Puisqu'on passe d'un lieu éclairé presque chaleureux, et oui c'était un café, à une sorte de cave humide et sombre. Et surtout, on ne voit pas l'autre personne, et ça c'est une bonne idée. Ça laisse des portes ouvertes pour l'esprit du spectateur, et même moi ça me laisse un petit suspense alors qu'en vrai je sais déjà qui c'est. Par contre, agréablement surpris de voir que Kang Tae-shik est doublé par l'excellent Koki Uchiyama. Et sa voix passe super bien sur le personnage, il fait un peu froid et calculateur comme ça. J'attends avec impatience la prestation de Uchiyama, c'est une dinguerie ce gars.
C'est d'ailleurs à lui que l'on doit des rôles comme ceux-là, et plein d'autres encore. C'est intéressant de noter que Kang Tae-shik a déjà rencontré notre héros dans l'épisode 3. Il était venu lui rendre visite à l'hôpital avec son collègue. Est-ce pour ça qu'il le regarde de cette façon? Parce qu'il se demanderait où il a bien pu le voir? Ou pourquoi il a autant changé en si peu de temps? Ou alors est-ce totalement autre chose et on le découvrira plus tard? Pour finir, j'ai vu quelques personnes se plaindre que l'épisode était trop mou et que les passages sur les autres personnages cassaient le rythme. Et ben je pense justement le contraire. Le manhwa se concentre sur Jinwoo, essentiellement sur Jinwoo, et souvent au détriment des autres personnages qui sont un peu mis sur le côté. J'apprécie que l'anime leur donne plus de temps à l'écran aussitôt. Non seulement ça permet de se familiariser un peu plus avec eux, mais en plus ça aide aussi à créer un environnement plus vivant. En tout cas, le prochain épisode promet d'être intéressant, surtout quand on voit le titre. Celui-là, je pense pas que vous le trouverez ni mou ou trop lent. J'ai des doutes. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes, mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!